Moi, je pensais que c'était automatique avec les Google Mail. J'avais vu, je pense que je vais rebasculer sur Webex, mais pas aujourd'hui. Donc, je reviens ici pour le cours de physique nucléaire. Je vais vous faire une petite introduction aujourd'hui. En gros, quelques éléments concernant les choses que vous allez rencontrer et des choses à approfondir. Ça sera, Inch'Allah, pour ceux qui ont de la chance d'aller en master. Donc, une petite définition de la physique nucléaire. Je vous laisse voir. C'est l'étude du noyau. C'est une discipline de la physique qui permet de s'intéresser uniquement au noyau de façon générale, pas au niveau de l'atome, au niveau du noyau et un peu de ses constituants. Si on s'intéresse de très près aux constituants des noyaux, on va rentrer dans une autre physique qu'on appelle la physique des particules, ou bien des fois on l'appelle la physique des très hautes énergies, comme les choses qui se passent au niveau du CERN. Donc pour nous, c'est uniquement le noyau. Et vous allez aussi vous en rendre compte au fur et à mesure du cours, des cours à venir, que la physique nucléaire va ressembler un peu aux choses qu'on a vues au niveau de la physique atomique, au niveau de la spectroscopie, mais ce qui va différer entre les deux, c'est les dimensions. Alors, que ce soit les dimensions physiques, donc le noyau est beaucoup plus petit que l'atome, c'est le centre de l'atome, et au niveau des énergies mises en jeu, qui sont totalement à l'inverse des dimensions, qui sont énormément plus grandes par rapport aux énergies mises en jeu au niveau de la partie atomique. Donc, ça, c'est, si vous voulez, la petite introduction. On va voir ici, regardez au niveau de cette image, je l'ai tiré du net, d'un cours du net, et ce qui m'intéresse, c'est uniquement cette partie-là de l'image, pas celle du bas, celle-ci. Donc là, on vous donne juste une petite vue, si vous voulez, c'est comme si vous avez un microscope électronique et vous détaillez les choses. Donc, on passe de la matière. Une petite vue, on a notre atome. Ici, pour ceux qui font de la physique du solide, on a l'impression que nos atomes sont bien rangés, donc c'est un cristal. Ensuite, on s'intéresse à un atome dans la partie orbitale, couche électronique, ça c'est ce qu'on a vu. Et on a notre noyau. Et dans le noyau, on a les particules, donc les nucléons qui forment ce noyau. Tout le monde connaît proton et neutron. Ensuite, chaque nucléon, proton, neutron, si vous le prenez, vous avez les particules élémentaires à l'intérieur qu'on appelle des quarks, et on va encore aller en profondeur. Donc, c'est uniquement, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'étude de ce noyau, donc des différentes interactions proton-neutron, et de toutes les énergies qui peuvent être déduites en étudiant notre physique nucléaire. Alors, ce qui va nous attendre ici, cette première partie, je répète pour ceux qui viennent de rentrer, c'est comme si c'est des généralités, comme si. Ça permet de gagner du temps quand on passe pas en présentiel. Donc, notre noyau qui est là, pardon, on va essayer de voir de quoi il est formé. Donc, on regarde sa structure, ici. Donc, les constituants, les propriétés et quelques modèles qui décrivent la structure du noyau. Ensuite, on va regarder ce noyau quand il va se transformer, peut-être pour donner d'autres noyaux, pour donner d'autres éléments, ou bien pour rester tel quel. C'est comme pour les atomes. Les atomes, ils peuvent se transformer, par exemple, en étant toujours eux-mêmes, en passant d'un état fondamental à un état excité, comme ils peuvent se transformer en passant d'un état neutre à un état ionisé, comme ils peuvent se transformer
Pour les atomes, ils peuvent avoir uniquement ces deux cas, ok? Parce que si ils doivent changer d'état chimique, de se transformer en un autre élément, il faut qu'on change leur noyau. Donc, pour que un élément change d'état ou d'appellation ou de constitution, il faut que son noyau soit modifié. Parce que, rappelez-vous, dans la partie atomique, charge Z au niveau du noyau, la même charge au niveau des orbitales en partie électronique pour un atome net. Donc là, la transformation du noyau peut se faire en restant toujours avec le même élément, en étant le même élément, comme elle peut se faire en créant un autre élément, soit par des réactions nucléaires, soit par ce qu'on appelle des désintégrations d'une façon globale, ou bien par la radioactivité naturelle ou artificielle. Et à la fin, j'espère qu'on aura le temps, on va voir les différentes applications de la physique nucléaire que tout le monde connaît, au moins les centrales pour la production d'électricité civile, ou bien pour l'armement atomique, ou bien dans le côté médical, qui est imagerie, thérapie, ou par exemple pour l'archéologie, la datation, et pour ceux qui font de l'astronomie et l'étude de la création de l'univers et tout, par ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Alors, comme toujours là, on peut simuler un peu d'histoire, mais là, au niveau de cette histoire, donc historique ici, ce qu'on appelle quelques étapes importantes. Alors, parmi ces étapes, alors, concernant le noyau, je répète, ce n'est plus l'atome. Alors, il y a les découvertes de la radioactivité naturelle, donc pas artificielle, par Becquerel. Déjà, vous connaissez une des unités de la radioactivité, c'est Becquerel, et il y a aussi le Curie. Il y a, après, tout le monde connaît Pierre et Marie Curie pour la découverte de deux éléments radioactifs, mais ceci c'est fait par réaction nucléaire, donc le polonium et le radium, alors que la découverte de la radioactivité, c'était Becquerel, radioactivité naturelle. Après, il y avait la fameuse expérience de Rutherford pour dire que le modèle de l'atome donné par Thomson, par Dalton et tout, Rutherford lui a dit non, il doit y avoir sûrement un noyau de charge plus, vraiment assez éloigné des couches orbitales de l'atome, et sa fameuse expérience en envoyant des particules alpha sur une feuille très mince d'or. Donc, c'est modèle planétaire. Alors, souvent, on dit modèle planétaire de l'atome, donc Rutherford, mais si vous documentez un peu, Rutherford, avec ces deux, disons, entre guillemets, ces deux thésards, ou ces deux éléments qui travaillent avec lui dans son équipe, Marson et tout, c'est eux qui ont fait la fameuse expérience. Et Rutherford, c'est lui qui a eu l'idée pour l'expérience et l'interprétation des résultats. Donc, quand on dit le modèle planétaire, relativement à la théorie de Bohr, qui est un modèle théorique, là, c'est développé. Donc, ce que Bohr a fait pour la théorie, Rutherford l'a mis en évidence expérimentalement. Ensuite, dans les années 30, il y a la découverte du neutron, donc le Chadwick américain. Avant, donc, c'est en 32. En 30, il y a Dirac, bien sûr, lui, c'est théoricien, qui a émis l'hypothèse d'existence des antiparticules, parce qu'on connaissait l'électron, donc le positron. Et voici. Et il y a aussi, vous connaissez le principe d'exclusion de Pauli concernant Spinel. Lui, il a introduit le neutrino. Et si vous vous rappelez un tout petit peu l'image que j'ai montrée tout à l'heure concernant les particules élémentaires, qui concernent les particules élémentaires, ici, les fameux quarks, ceux-là, c'est dans les années 50. Hein. C'est Gell-Mann qui a introduit la notion de quark. Donc, ça, c'est toujours, donc, si vous voulez, un peu les étapes historiques concernant la physique nucléaire. Maintenant, dans notre premier chapitre,
que je peux aussi appeler chapitre 0. Je peux aussi toujours inclure en généralité parce que il y a quelques éléments de base qu'on doit retenir qui nous permettent de développer les choses à venir. Donc, on va parler de notre noyau, puisque c'est physique nucléaire. On va voir la structure du noyau. Maintenant, il y a des petites choses à connaître concernant comment on note un élément donné. Okay, quand on va étudier notre physique nucléaire, que ce soit les réactions nucléaires, fission, fusion, les désintégrations radioactives, comment on arrive à donner une nomenclature à notre noyau. Donc, les notations standards sont celles-ci. Donc, notre noyau, si vous voulez, il est symbolisé par X, A, Z, indice N. N, c'est le nombre de neutrons. Z, c'est la charge. Et A, c'est le nombre de nucléons. Dans les notations qui sont assez souvent utilisées, on représentera le N. Et vous constatez très bien que dans le choix de notation que j'ai donné, et c'est presque un choix standard, hein, la charge, elle se trouve ici sur la gauche. X, A, Z. Le nombre de neutrons n'est pas obligatoire. Alors, X, c'est le symbole chimique. Un premier conseil, quand on va étudier, par exemple, surtout la réaction nucléaire, on vous demande de chercher tel élément qu'on obtient. Si vous n'êtes pas sûr du nom chimique de l'objet que vous trouvez, rappelez-vous, le nom chimique, il est relié à Z, il n'est pas relié à A, il est relié à Z. Si vous êtes dans le doute, par exemple, vous ne savez pas si le carbone, il a 6 protons, non. Vous avez un Z égale à 6, mais si vous ne vous rappelez pas de vérifier N6, vous aurez 0. Si je dois corriger votre examen. Donc, si vous êtes dans le doute, laissez toujours inconnu X, votre nom chimique. Alors, quelques petites choses en plus. Alors, là, l'Andorra Surfish, tant mieux, les Mandorra Surfish, ils notent sur une feuille. Alors, quand on a le même A, mais Z, ils sont différents. C'est-à-dire, j'ai des éléments chimiques différents, mais qui ont le même nombre de nucléons, le même A. On les appelle des isobars. Isobars. Même A, mais le Z est différent. Quand le Z est le même, si le Z est le même, c'est-à-dire c'est le même élément chimique. C'est la même famille. Les A sont différents, on les appelle les isotopes. Donc les isotopes. Exemple, si je prends l'hydrogène, les 3 isotopes d'hydrogène qui sont assez connus, il y a le deutérium et il y a le tritium. Et là, tu peux avoir donc même Z A différent, c'est isotope, même A, Z différent, c'est isobar. Maintenant, je vais vous rajouter un truc que peut-être vous allez croiser dans les séries de TD. Il y a aussi des noyaux qu'on appelle des noyaux miroirs. Donc, imaginez que vous avez ici, donc je prends ce noyau qui a X, A, Z, N. Je prends un autre noyau que je vais appeler Y, A', Z', N'. On appelle noyau miroir. Je vais rajouter un autre terme. Donc, je vais parler d'isotope, isobar. Je ne vais pas parler d'isotope, vous pouvez trouver ça dans des livres. Je parle maintenant de noyau miroir. 2 noyaux, on les appelle noyaux miroirs, sont miroirs. Si et seulement si, d'abord, je vais rajouter 2 points. 2 noyaux sont appelés miroirs, 2 points. Quand est-ce? D'abord, ils doivent être isobars. Ça veut dire que dans mon cas, ici, le A', il va être égal à A. A' égale à A. Deuxième caractéristique. N'oubliez pas, c'est pour ça que je vous dis noter. Hein. Je vais appeler Y, A', Z', N'. 2 noyaux sont miroirs si et seulement si la charge de l'un est égale au nombre de neutrons de l'autre. C'est-à-dire que dans mon cas ici, Z' égale à N, et N' égale à Z.
Et comme A, c'est Z plus N, donc ces deux noyaux miroirs, ils sont automatiquement isobares. Retenez ça. Première petite note. Donc, là, on connaît la nomenclature. Maintenant, toujours revenons à Rutherford, un tout petit peu. Donc, ça, c'est, si vous voulez, il y a un peu de répétition, mais ça vous permet d'avoir une idée comment ça a été décelé. Hein. L'expérience de Rutherford, j'en ai juste parlé dans la partie atomique, mais je n'ai pas donné beaucoup de détails. Pour ceux qui sont intéressés, ou bien quand je vais essayer de développer un peu plus ce cours-là, que je vais vous donner, je mettrai une petite partie concernant l'expérience de Rutherford. Donc, dans l'expérience de Rutherford, ça nous permet d'avoir les dimensions de l'atome. Okay, les dimensions, du noyau. Okay. Ils sont de l'ordre du Fermi, hein, 10 puissance moins 15 mètres. Alors, pour les expériences de Rutherford et les expériences qui sont venues après. Ce genre d'expériences, on les appelle des expériences de diffusion. Okay? Des expériences de diffusion. Où on envoie, par exemple, pour Rutherford, c'était des particules alpha qui ont été envoyées sur de l'or. Maintenant, ce genre d'expérience qu'on peut toujours mettre avec Rutherford, on peut aussi envoyer des faisceaux d'électrons. Des faisceaux d'électrons. Quand il s'agit de faisceaux d'électrons, ça nous a permis, donc, au niveau expérimental, de savoir comment est distribuer la charge à l'intérieur du noyau. Sachant qu'on a émis l'hypothèse, qu'on a des protons, et bien après, donc entre 1911 et 1932, on a dit qu'il y a aussi une particule neutre, parce qu'on n'arrivait pas à expliquer, la charge. La charge, connaissant qu'un atome est neutre, donc le Z plus il va être égal à Z moins, autant d'électrons, autant de protons. Mais au niveau de la masse, on n'arrivait pas à expliquer pour pouvoir, surtout qu'il y avait des expériences qui ont été faites bien avant découverte du neutron, où on pouvait mesurer la masse du proton. Rappelez-vous, l'élément le plus simple dans la nature, c'est l'hydrogène. Il n'a qu'un seul proton. Donc, si j'arrive à l'ioniser mon hydrogène, bon, l'électron, donc ça sera juste le noyau. L'hydrogène H+, et si j'envoie un faisceau d'hydrogène plus, donc ion plus, dans un champ électromagnétique, dans un champ soit électrique ou magnétique, ben, je peux mesurer la courbure, et je vais appliquer uniquement la relation fondamentale de la dynamique, concernant la courbure avec une vitesse donnée et le point d'impact, je pourrais remonter à la masse. Connaissant, si je mets un champ électrique, il va influencer uniquement, il y aura uniquement la force coulombienne. Si je mets un champ magnétique, je vais avoir le QVB, donc la force magnétique. Si je mets les deux, je peux avoir deux équations qui vont me donner la charge et vont me donner aussi la masse, juste en trouvant l'impact sur l'écran. Et en faisant un peu de cinématique, hein. Cinématique très simple que vous pouvez faire en 7-200, une trajectoire curviligne. Donc, alors, quand il s'agit, maintenant, pour pouvoir faire la distribution de charge, comment se distribue, on utilise ce qu'on appelle, alors ici, il y a un terme qu'on appelle sonde. Une sonde, c'est juste un moyen de détection. C'est de dire je sens, c'est comme un thermomètre pour sonder la température. Ici, on envoie un faisceau d'électrons. On dit on est en train de sonder le noyau avec une sonde E. Et quand il s'agit d'un faisceau de neutrons, on dit on utilise une sonde à neutrons. Donc, alors, quand il s'agit d'électrons, c'est la distribution de charge qui permet d'être mesurée. Pourquoi? Parce qu'on va avoir la force coulombienne qui intervient. Par contre, quand il s'agit de neutrons, ils ne sont pas chargés, donc il va avoir d'autres types d'interactions. Alors, on va, entre guillemets, alors, puisque on ne connaît pas les autres types d'interactions, mais on va les expliquer plus bas, on va dire rien, juste la gravitation. Mais vous allez vous voir après que la gravitation, elle est vraiment négligeable quand il s'agit des autres forces qui interviennent au niveau du noyau. Donc là, ça permet de connaître la distribution, si vous voulez, de la matière nucléaire, donc autrement des masses.
Alors, je continue. Donc, on vient de voir comment on note un noyau. Comment on arrive, si vous voulez, là, si vous voulez qu'on arrive à sonder sa charge, mais je n'ai pas donné les résultats. Maintenant, on va essayer de voir comment on arrive à mesurer, si vous voulez, la masse des noyaux, comment on représente. Alors, toujours au niveau notation. Les notations sont importantes pour que vous puissiez faire la différence quand vous faites vos calculs. La compréhension de la physique nucléaire, elle est très simple. C'est le calcul qui pourrait déranger certains. Donc, la masse du noyau, on la note comme ça. OK? Ou bien, des fois, vous trouvez petit m, vous arrivez à voir la souris, hein, petit m. Donc, des fois, on trouve petit m avec un indice noyau. Sinon, ça sera comme ça. La masse de l'atome, on la note comme ceci, grand M, parenthèse AZ, donc l'élément chimique et le nom de nucléaire. La masse de l'atome, elle provient d'où? Elle provient de la masse du noyau, de toutes les masses des électrons, et on supprime, l'énergie de liaison des électrons. Alors, si vous prenez exemple là, l'hydrogène, dans son état fondamental, son énergie de liaison est égale à quoi? 13,6 électronvolts. Pourquoi ici on divise par C carré? On en parle plus bas, mais tout le monde connaît la relation d'Einstein. Vous savez que la masse et l'énergie sont reliées par C2. Donc, masse équivalent énergie, c'est MC2. Donc là, on enlève toutes ces énergies parce que cette énergie-là, elle a permis aux électrons d'être reliés au noyau. Ça, c'est un travail résistant. Donc, ça, c'est la masse atomique. Alors, dans les calculs, dans la pratique, dans la réalité, cette expression, souvent, ça, on le néglige. L'énergie, ici, imaginez que vous avez un proton, c'est 900 MeV. 10 puissance 3, 10 puissance 9 électronvolts. Un GeV, voilà, 900 MeV, je vais dire un GeV. Donc 10 puissance 9 électronvolts. C'est quoi 13,6 électronvolts? C'est rien par rapport à 10 puissance 9. Donc, les énergies de liaison des couches électroniques, quel que soit, dis bien, quel que soit l'atome que vous prenez, hydrogène ou bien uranium, non? Qu'est-ce les ZME, des fois aussi on néglige. OK? Des fois, on néglige. Donc, assez souvent, on dit, ça c'est l'exact, le M à Z, la masse de l'atome, c'est à peu près la masse du noyau. À peu près. OK? Mais l'expression exacte, c'est celle-ci-là. Ça, on néglige très souvent. Ça arrive, mais faites attention. Quand on va faire les désintégrations radioactives, on ne va pas négliger le Z1. On verra après dans les calculs. Là. Sinon, on va se retrouver avec des expressions qui donneront 0 égale à 0. Alors qu'en réalité, non. Alors, un petit exemple. Donc, si vous prenez, je dis, pour l'hydrogène, voici. Alors, on avait déjà, je vous ai déjà demandé de noter ces petites notations et l'histoire des noyaux miroirs. Maintenant, je vais vous demander de noter autre chose. OK? Cette autre chose que je vous demande de noter, c'est si vous voulez, c'est presque la première définition. Celle-ci, là, qu'on appelle l'excès de masse. Parce que vous allez voir, en physique nucléaire, on va avoir deux termes qui sont reliés à la masse. Il y a l'excès de masse, il y a le défaut de masse. On va voir chacun où est-ce qu'il apparaît et je vous demande dans votre tête de ne pas mélanger les deux. Alors, le défaut de masse, on va commencer par l'excès de masse. L'excès de masse, c'est la différence entre la masse atomique
moins le nombre de masse. Ok. Ça. Ici, regardez bien, ce AM, M à Z, ce M à Z, c'est la masse du noyau. Je sais que le noyau, c'est proton et neutron. Si je suppose une première approximation, il y a une première approximation, proton et neutron ils ont la même masse, ce n'est pas vrai, donc première approximation, proton et neutron même masse. Donc je vais dire que la masse de mon noyau, c'est le nombre de nucléons fois la masse, le proton et le neutron. Donc ça sera A en unité de masse atomique, une nouvelle unité de mesure qu'on développera plus bas. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi je parlais de ça? Je vais vous donner une relation avec un peu la chimie. La chimie, quand on vous dit la masse molaire du carbone 12, donc si je dis carbone 12, ça veut dire que son A égale à 12, carbone 12, ou bien je prends l'oxygène 16, son A égale à 16, c'est-à-dire l'atome, l'élément chimique stable qu'il faut le plus dans la nature. Carbone 12, oxygène 16. En chimie, on dit la masse molaire, c'est, par exemple pour carbone 12, on vous dit 12 grammes. 12, j'ai 1 gramme. L'oxygène, 1 gramme. 16 grammes. Donc, juste par analogie, pourquoi le noyau? Le noyau, ce n'est pas plutôt la masse de mon atome, ok, la masse de mon atome, ce n'est pas A unité de masse atomique, c'est-à-dire je vais négliger les électrons, les énergies de liaison qui sont vraiment négligeables. Pourquoi ce n'est pas ça? Alors, on s'est rendu compte expérimentalement que la masse atomique qu'on mesure, la masse atomique, pas la masse du noyau, la masse atomique de tel élément, elle diffère d'une certaine petite valeur du numéro atomique avec les unités UMA, en UMA, unité de masse atomique. Et cette différence, on l'appelle excès de masse. Elle est notée comme ça, delta AZ. Là, sur la page perso, vous avez un certain document et ça a été mesuré expérimentalement. Toutes ces masses ont été mesurées expérimentalement. En faisant la différence par rapport au nombre de masses A, on arrive à donner pour tous les éléments chimiques l'excès de masse pour tel ou tel, donc l'hydrogène, l'hélium, lithium, tous les éléments. Et ça a été tabulé dans ce qu'on appelle les tables de Wapstra et A. C'est eux qui ont fait les mesures. Donc, premier élément à se rappeler, l'excès de masse. Voici sa définition. Notez-le et encadrez-le. Dans cette écriture, la masse MAZ et A sont dans les mêmes unités. Donc, si je prends A en UMA, je prends MAZ en UMA. Si je prends A en kilogramme, je prends MAZ en kilogramme. Si je prends A en mètres par C carré, MAZ en mètres par C carré. Maintenant, je viens de parler ici de certaines unités de mesure. Il faut connaître les unités de mesure au niveau des noyaux. Alors, comme pour l'atome, au lieu de travailler pour les énergies des orbitales et tout, quand on a étudié la partie atomique, au lieu de travailler avec les joules, on a préféré travailler avec les électronvolts parce qu'on avait beaucoup de puissance de 10 qui ont été mises en jeu. Donc, on a créé une nouvelle unité de mesure qui est l'électronvolt pour les énergies. Même pour les dimensions, le travail 10 puissance moins 10 mètres ou moins 11 mètres, on travaille avec les angstroms. C'est exactement pareil ici pour les énergies mises en jeu. On définit une nouvelle unité de mesure pour la masse, qu'on appelle l'UMA, unité de masse atomique, et des fois on la note comme ça, petit u. Alors l'UMA, c'est la masse d'un atome, je dis bien la masse d'un atome de carbone 12 neutre. Masse d'un atome de carbone. Donc c'est, c'est 1/12, c'est pas la masse, c'est 1/12 de la masse d'un carbone, la masse du carbone 12 neutre. 1/12 de la masse d'un atome de carbone 12 neutre.
Et cette nomenclature, ce choix a été introduit, je pense, pendant les années 60, en 1960. Avant, ils avaient pris l'oxygène. Ils se sont rendus compte que le carbone 12 neutre est beaucoup plus stable pour la nouvelle mesure. Donc le carbone, l'UMA, c'est un douzième de la masse d'un atome de carbone 12 neutre. Vous pouvez trouver sa valeur dans les tables en kilogrammes, mais en physique nucléaire, on ne pas travailler les kilogrammes, 10-27 kilos, 10-31 kilos. On travaille avec l'équivalent énergétique. Et l'équivalent énergétique, donc un UMA, un U, est égal à 931,5 MeV que divise C au carré. MeV que divise C au carré, elle devient une unité. C'est-à-dire que dans votre calculatrice, vous ne remplacez pas C par 3 10 puissance 8. Vous laissez comme ça. Si je dois faire ça plus ça, je devrais faire 7, 2, 8, 9 plus 13, 136. Le résultat final est donné en MeV par C carré. Ce n'est pas en MeV que divise 3 10 puissance 8 au carré. Ça, c'est une unité. Donc, il y a une nouvelle unité, car les masses, au lieu de dire kilogrammes, on dit MeV par C carré. Donc, ça, c'est l'UMA. Quelques petits exemples. Ici, on a pris l'hydrogène et son isotope, le deutérium, l'hélium et le sodium. Quelques valeurs. Donc, on connaît maintenant la définition d'excès de masse. On connaît à peu près le poids, si vous voulez, d'un noyau, puisque si je connais la masse atomique, je peux remonter au moins à la masse du noyau et je peux connaître son excès de masse. Pas le défaut de masse, je répète, excès de masse. Alors maintenant, j'ai besoin de connaître ces dimensions. Les dimensions, ça a été fait expérimentalement. C'est-à-dire que les mesures ont été faites et on a donné un ordre de grandeur ensuite. Alors, je vais vous montrer une courbe, celle-ci. Ensuite, je remonte un peu plus haut pour, bien sûr, en partant de l'idée de base que le noyau est une sphère. Hein. Ok, ce n'est pas comme l'atome, sphère, ensuite ellipse. Là, on part en l'idée de base que le noyau est une sphère. Donc, comment on trouve son rayon? Ben, il y a des modèles théoriques, mais il y a surtout des mesures expérimentales. Et les mesures expérimentales, c'était des expériences de diffusion, ok, comme celle de Rutherford. Et on s'est intéressé à trouver la charge, ensuite la distribution de cette charge, les calculs car les forces électromagnétisme, et on a tracé un graphe. Bien sûr, il y avait toujours une idée derrière quand quelqu'un choisit. Pourquoi ils ont choisi ici A à la puissance, alors c'est pas lisible parce que j'ai zoomé un peu plus pour cette courbe, c'est A à la puissance 1 tiers, 1 sur 3. Et il y a un exercice sur la série TD qui vous demande de faire ça. Si vous avez le temps chez vous, faites-le parce que ça prend beaucoup de temps pour les calculs. Donc A ici, 1 tiers. Et là, c'est le rayon, en centimètres, bien sûr, fois 10 puissance 13. Donc je puisse bouger, tirer, voilà ce qu'ils ont pris. Pourquoi fois 10 puissance 13? Parce que vous savez que le rayon est de l'ordre du Fermi, donc 10 puissance moins 15, moins 14. Donc là, pour qu'on puisse tracer à l'échelle qu'on peut voir et à l'aise au lieu de mettre 10 puissance moins 13. Et en traçant ceci, ils se sont rendus compte que c'est une loi qui passe par logique. En A 1 tiers. C'est comme quand on vous demande de tracer la courbe de désintégration radioactive exponentiellement lambda t. Vous devez tracer une courbe en logarithme, log-log. Comme ça, vous aurez une droite. Ici, en A 1 tiers, on a ça. Et alors, comment bien sûr ça a été fait? Ça, c'est une des expériences pendant les années 50. C'est tiré d'un article. On a fait de la diffusion d'électrons. Et regardez, c'est exactement l'expérience de Rutherford, mais au lieu d'utiliser des particules alpha, Rutherford, c'était à peu près du 2 MeV, comme énergie, 2-3 MeV pendant les années 1911. Leur petit accélérateur électrostatique, disons les particules qui proviennent d'une source de radioactif naturel. Ensuite, ces particules alpha sont accélérées et les énergies tournent autour peut-être du MeV, parce qu'elles sont un peu lourdes. Et donc là, pour trouver le rayon des noyaux,
on a repris les expériences de Rutherford, mais au lieu d'utiliser des particules alpha, c'est des électrons à très très grande énergie cinétique. Là, sur le graphe, on vous montre du 429 de l'article des années 50. Et la mesure a montré que le rayon, donc du graphe plus bas, il suit cette forme-là. R, le rayon du noyau, il a une forme sous la forme une constante fois A, nombre de nucléons, la puissance 1 tiers. Et R0 est donné de façon empirique. Les valeurs limites de R0, vous pouvez trouver dans différents livres. C'est des valeurs, chacun il peut prendre ce qu'il veut, qui peut l'intéresser pour tel élément chimique. R0 est compris en général 1,2 et 1,7 Fermi. Fermi, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Donc, et grâce à ces mesures, donc des années 50, on a pu déduire des choses et on a pu comprendre aussi certaines choses. Alors, on va commencer par le premier élément. D'abord, quand personne ne parle, je vais faire une petite pause. Est-ce que vous avez des questions? Celui qui a envie de parler, il peut débloquer son micro et parler. Personne? Vous pouvez aussi écrire un message. Ok, s'il n'y a pas de questions, donc je continue. Mon fichier PDF. Voici. Alors, la première chose laquelle a été déduite, c'est celle-ci, qu'on appelle la densité du noyau. Vous savez que la densité est un objet, ou ce qu'on appelle la densité n'importe quel solide, là, c'est la masse volumique. La masse volumique, c'est M sur V. Alors, si on considère notre noyau comme une sphère, le volume de cette sphère, c'est 4 tiers de pi R3. 4 tiers de pi R3. Comme R, c'est R0 fois A à la puissance 1 tiers. Donc, si vous faites son volume, il va avoir un terme constant qui est 4 tiers de pi R0 cube, 4 tiers de pi R0 cube, que multiplie A. L'autre petite approximation, c'est juste pour vous donner une idée, hein, c'est tout. L'autre, c'est celle-ci. Je remonte. J'espère que ça ne défile pas très vite. C'est celle-là. OK? Supposons que cet excès de masse, c'est 0. C'est-à-dire que la masse de mon noyau, OK? Donc la masse de l'atome, c'est la masse du noyau. Je néglige les électrons, je néglige l'énergie de liaison. La masse de l'atome, c'est la masse du noyau. Du noyau, c'est la masse de l'atome. Et que la masse de l'atome, c'est à peu près A, le nombre de nucléons. A. Je néglige cette petite chose. Hein. Alors, moi, je l'ai fait autrement. J'ai dit, si la masse du proton, c'est à peu près la masse du neutron, et qu'elle va être égale à 1 UMA, c'est la masse d'un nucléaire. Donc, la masse de mon noyau, ça sera le nombre de nucléons fois l'UMA, donc ça sera A. La masse de mon noyau, ça sera A. M que divise un volume, donc je vais avoir A au numérateur et un A au dénominateur, ça disparaît. Et ça, c'est une des révélations concernant le noyau, c'est que sa masse volumique, la densité, elle est indépendante du nombre de nucléons. Elle est constante. OK? Que vous preniez l'hydrogène avec un nucléon, et que vous preniez l'uranium 235 avec 235 nucléons, les deux, ils ont exactement, les deux éléments chimiques ont exactement la même densité. Ils ont exactement la même masse volumique. Parce que le A n'intervient pas. Ce A et ce A se simplifient. Donc ça, c'est une des choses de la physique du noyau, donc l'étude du noyau. La deuxième, qui a permis de faire des choses pratiques, c'est que cette densité, cette masse volumique, regardez, c'est approximatif, hein, vous pouvez faire le calcul, mais dans tous les cas, c'est du 10 puissance 7, 9. Hein. C'est à peu près, pour le 10 puissance 9, à peu près 1 milliard de tonnes dans 1 centimètre cube. Vous prenez un petit apéricube, un petit cube qui a 1 centimètre de côté, avec le petit cube, vous le pesez, et vous trouverez que son poids, c'est 1 milliard de tonnes, 10 puissance 12 kilos.
C'est pour ça qu'on utilise le nucléaire comme énergie, comme bombe ou bien comme énergie, en appliquant le principe d'Einstein, l'énergie c'est mc². Donc, elle produit énormément d'énergie. Pourquoi? Parce qu'elle a une densité énorme. Un petit centimètre cube, je mets presque 1 milliard de tonnes de matière dedans. Alors, maintenant, il y a quelques petites, pas des petites définitions, mais des petits qualificatifs qu'on donne. Le fait que notre densité, elle est indépendante de A. Elle ne dépend pas que vous prenez l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, le fer, l'uranium. Tous ces éléments ont la même densité. C'est pas comme par exemple, dans l'échelle ici macroscopique. L'orphone, il a une densité très faible. Le hadid, il a une densité plus importante. Le bois, il a une densité. Donc, les différents matériaux, à l'échelle macroscopique, ils ont des densités différentes. Maintenant, si vous regardez leur atome à l'intérieur, quel que soit le constituant, ces atomes-là, ils ont tous la même densité. Maintenant, ce qui diffère dans la densité macroscopique, si vous voulez, à l'échelle comme ça, grandeur, nature, c'est que, par exemple, dans le bois, vous avez la distance entre les atomes est très très importante, tac, 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 alors que dans d'autres, vous avez plus mais la densité de tous ces atomes-là, quelle que soit leur nature chimique, elle est absolument la même, au niveau du noyau. Alors, cette caractéristique, elle s'appelle, au niveau physique nucléaire, on appelle ça la saturation des forces nucléaires. On va voir un peu plus bas, dans 3, 4 ou 5 slides. Je continue. Donc, je connais les dimensions, d'ailleurs. J'ai déjà donné une première définition pour ne pas confondre qu'on appelle l'excès de masse. L'excès de masse, c'est la différence qui existe entre la masse atomique et le nombre de masse A. Cette différence, en prenant les mêmes unités de mesure, on appelle ça excès de masse. Maintenant, il y a le deuxième élément. Il faut noter ce que je vous ai dit tout à l'heure, un stylo papier pour faire la différence. Et là, c'est marqué, on ne pas confondre. Il y a le défaut de masse. Okay. On ne pas confondre avec l'excès de masse. Alors, le défaut de masse, il est simple. Pour avoir un noyau donné, il nous faut un certain nombre de protons, un certain nombre de neutrons. Okay. Moi, chez la quincaillerie du coin, j'achète 10 protons, j'achète 10 neutrons. Je les pèse, je connais chacun à son poids. Je les mélange entre les deux et je vais créer un noyau. Okay. Donc avec Z protons et Z neutrons. Quand je crée ce noyau-là, j'ai 10 protons, 10 neutrons, je les mélange ensemble, je le crée. Le noyau que j'obtiens, son poids, okay, est plus petit que le poids de mes constituants, de ces constituants. Donc, si j'ai 10 protons, 10 neutrons, le poids total de ça est plus grand que le poids de l'objet que j'ai formé, le noyau que j'ai formé. Cette différence de masse, cette différence de masse, on l'appelle le défaut de masse. Par contre, l'excès de masse, vous avez formé ce noyau, le voici, de M à V. L'excès de masse, c'est que le poids de ça, si vous voulez, la masse de ça, elle est différente de A fois l'unité de masse atomique. Le seul élément qui a son M à Z égale à A, il y a un seul élément. Il a M à Z égale à A. Je remonte plus haut, vous allez comprendre pourquoi. Le seul qui a M à Z égale à A, ça veut dire son delta à Z égale à 0. Je vais vous dire lequel. C'est le carbone 12, 6. Pourquoi? Parce qu'on a défini l'UMA par rapport à lui. On avait dit que l'UMA, c'est un douzième de la masse d'un atome de carbone neutre 12,6.
Et comme ici, c'est en UMA, donc ça, c'est 1/12, 1 sur 12 MAZ, 1 sur 12 MAZ, le 12 neutralise, MAZ moins MAZ, c'est 0, le seul élément. Par contre, tous les autres, ils ont un excès de masse différent de Z. Il peut être positif, ou il peut être négatif. Par contre, le défaut de masse, à lui, c'est les constituants. La masse des constituants est plus grande que la masse de l'élément que j'ai constitué, que j'ai fabriqué. Maintenant, l'excès de masse, l'élément que j'ai fabriqué, sa masse, elle est différente de A fois l'unité de masse atomique. Elle peut être plus grande, elle peut être plus petite, par l'excès de masse. Donc ça, c'est le défaut de masse. Et ce défaut de masse, comment on l'explique? On l'explique par ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Où est-ce qu'elle est partie de la masse? Je prends mes éléments, là, je les relie ensemble, je crée un nouvel élément, et je remarque que, point de vue énergétique, ça, c'est plus grand que ça, point de vue énergétique. Cette différence de masse, ce défaut de masse, est parti sous forme d'énergie de liaison. Si vous voulez, les protons que j'ai ramenés, les neutrons que j'ai ramenés, ils me tuent un peu de matière pour se coller à l'autre, pour créer l'atome. C'est comme si, quand vous êtes en groupe, vous pouvez marcher individuellement, comme vous pouvez vous tenir les bras l'un à côté de l'autre, pour former carrément un groupe, surtout si vous faites les fameuses marches du vendredi, pour éviter d'être bastonné, on se tient et on arrive à forcer le chemin. Donc, c'est le même principe ici. On perd un peu de matière pour pouvoir constituer cet élément. Cette matière qui est perdue, c'est le défaut de masse. Il s'exprime sous la forme de ce qu'on appelle, donc, première expression mathématique concernant une énergie, on va voir aujourd'hui, c'est l'énergie de liaison. Elle permet de relier les nucléons entre eux. Donc, l'énergie de liaison, elle est égale à quoi? Elle est égale à ZMH plus NMN fois C carré moins MAZ fois C carré. Tous les M ici, regardez bien, tous les M, ça c'est la masse atomique de l'élément AZ, ça c'est la masse d'un neutron, et là ce n'est pas la masse du proton, c'est la masse de l'hydrogène. La masse de l'hydrogène, l'atome d'hydrogène. On n'a pas de proton tout seul. Le proton tout seul, c'est l'hydrogène. On continue. Donc, on vient de voir, concernant les masses, deux éléments, le défaut de masse et l'excès de masse. Maintenant, vous allez voir l'utilité pour contre avec l'excès de masse, quand on a introduit l'unité de masse atomique. Celle-ci, on va voir sur son utilité, donc ça comme c'est une apparition, quand on va étudier donc les réactions nucléaires, bien les réactions de désintégration radioactive, l'émission bêta plus, l'émission bêta moins, désintégration alpha. Quand on va voir ces différentes désintégrations, on sera amené à calculer une certaine expression qu'on appelle le bilan de réaction. Le bilan de réaction. Et ce bilan de réaction, que vous avez déjà vu en chimie, pour qu'une réaction puisse se faire, il peut être positif, comme peut être négatif, et on calcule avec des expressions avec certaines valeurs. Quand il est positif, on appelle ça exoénergétique, négatif, endoénergétique. Maintenant, pourquoi je veux travailler avec l'excès de masse, travailler avec la masse atomique? Parce que dans une réaction donnée, réaction nucléaire ou désintégration, le nombre de nucléons qui intervient avant ou bien après est toujours conservé. Il y a conservation, qu'on appelle nucléon, il y a conservation de la charge. Donc, si je m'intéresse uniquement aux masses, si je dois calculer le bilan de réaction, comme il y a conservation du nombre de nucléons, c'est-à-dire le A, le grand A, avant réaction, qui va contenir le nombre de nucléons ici, le nombre de nucléons ici, doit être égal à ça. Comme la masse atomique, je monte plus haut, comme la masse atomique. Cette masse atomique est égale à quoi?
elle est égale au nombre de nucléons plus l'excès de masse, plus cet excès de masse. Si le nombre de nucléons est conservé avant et après, ça veut dire que le nombre de nucléons va se neutraliser. Ce qui va me rester, c'est uniquement les excès de masse qui vont intervenir dans le calcul. C'est pour ça qu'on aime bien utiliser les excès de masse, parce qu'on a des tables. Ces tables-là ont été mesurées expérimentalement, donc les résultats deviennent beaucoup plus précis quand il s'agit de calcul. Bon, je continue. Je ne vais pas trop tarder aujourd'hui. Je vous dis, je vais voir à quel moment je vais m'arrêter. Donc, soyez un peu patients. Si vous n'avez pas de questions, je continue toujours. Et premier élément, le lien là, entre la définition. Premier élément, donc pourquoi il y a le défaut de masse. On va parler un peu de l'énergie de liaison. Alors, là, indépendamment des formules, je vais vous laisser juste regarder ça, c'est pour juste vous faire un petit peu voir là, mais écoutez bien. Je prends toujours l'exemple qu'a dit proton, dit neutron. Je les ramène ensemble et je les mets dans une sphère. Okay. Le noyau est une sphère. Je forme mon noyau. Quand on dit proton, il dit neutron. Ces protons et ce neutron, pour former ce noyau, il faut qu'ils restent solidaires. Si vous ne connaissez rien en nucléaire, juste d'après vos connaissances de l'électromagnétisme, vous allez vous dire, j'ai des protons, ils ont tous la même charge positive. Et d'après Coulomb, je vais avoir des forces de répulsion. Ça veut dire que ces protons-là, ils ne s'entendent pas, mais ils sont moches. Donc, ils vont essayer chacun de quitter l'autre. Donc, les forces de répulsion deviennent très importantes. Neutron, il est neutre, donc il n'intervient pas côté électrique. Mais malgré ça, malgré que j'ai des forces de répulsion assez importantes, parce que j'arrive à les mettre, n'oubliez pas, à 10 puissance moins 15 mètres, des dimensions très très petites. Je ramène ces protons, je les mets comme ça, dedans. Ils se répulsent entre eux. Mais malgré toutes ces forces de répulsion, j'arrive à les maintenir ensemble. Ça veut dire qu'automatiquement, si on réfléchit, on va se dire, il doit y avoir une force beaucoup plus importante que la force électromagnétique qui arrive à maintenir ces protons, malgré leur répulsion, ensemble dans ce noyau. N'oubliez pas, je peux avoir la gravitation, puisque j'ai neutrons et protons des masses. Mais son effet, comme ils ont presque la même masse, l'effet est presque négligeable. La gravitation, on la sent que si vous avez une des masses beaucoup plus importante que l'autre, et on sentira l'attirance. Ouf, le satellite, il va être attiré par cette masse lourde, à un moment donné, ça tombe dessus. Ici, j'ai des protons, des neutrons, donc répulsion, mais malgré ça, j'arrive à les maintenir. Donc là, on a vu, donc les physiciens à l'époque, on dit qu'il va y avoir d'autres types d'interactions. Alors, ces types d'interactions, puisqu'elles arrivent à neutraliser, si vous voulez, la force électromagnétique, par répulsion coulombienne, on l'a appelé une interaction forte. Et ces interactions ont été expliquées par différents modèles. Donc là, c'est pour vous donner une idée. Je ne vais pas rentrer là-dedans, dans ce slide. Pour que vous ayez juste un ordre de grandeur, par rapport à cette interaction qui arrive à maintenir les nucléons ensemble dans un noyau. Je vais la comparer aux différentes interactions que vous connaissez. À la limite, on prend la première, la deuxième et la quatrième. Oublions celle-ci. La gravitation, tout le monde connaît. L'électromagnétisme, tout le monde connaît. Alors, au niveau noyau, l'interaction qui prédomine, c'est l'interaction forte. C'est une interaction de très courte portée. Okay. Elle est dimension du noyau, qui arrive à maintenir. Juste en dehors, elle devient presque négligeable. Par rapport à la gravitation, regardez le facteur entre les deux.
La gravitation, on la néglige entièrement quand on fait des études atomiques ou nucléaires. Ce qui pourrait être induit, c'est celle-ci et celle-là. Donc, il s'agit de noyaux et celle-là dans des cas spécifiques. On verra. Donc, nous, pour pouvoir garder les protons et les neutrons dans le noyau, on a besoin d'une interaction très forte. Cette interaction, elle provient, si vous voulez, elle permet de maintenir le noyau en place. Et c'est celle-là qui arrive, bien sûr, en vous donnant l'image tout à l'heure, l'équivalent masse-énergie, à maintenir les noyaux ensemble par une certaine énergie qu'on appelle l'énergie de liaison. Et à partir du moment où j'utilise le terme liaison, rappelez-vous les électrons, c'est-à-dire que les énergies, si je donne la configuration comme pour les atomes, comme l'image qu'on a vue au niveau des atomes, l'ionisation, c'est niveau infini, c'est zéro, et l'état fondamental, c'est énergie dans le cadre du repère énergie de liaison, il est négatif. Le même principe s'applique au noyau. Si j'ai une énergie de liaison pour lier mes nucléons à l'intérieur du noyau, c'est-à-dire que ces énergies-là, dans une certaine forme, elles sont négatives. Uniquement des fois pour simplifier les calculs, on les calcule de façon absolue et on donne une expression positive. Alors, les interactions donc qui interviennent au niveau du noyau, il y en a deux qui sont prédominantes. Il y en a une qui est ultra prédominante, c'est la force. Ensuite, il y a les autres qui peuvent intervenir, l'électromagnétisme. Et on va voir ça en faisant l'étude expérimentale des différents noyaux qui existent dans la nature, pour voir pourquoi on a tant de noyaux qui sont là, par carbone, oxygène, et qui se désintègrent pas. C'est-à-dire qu'ils sont bien en bonne cohésion, ils sont bien liés entre eux. Et pourquoi d'autres se désintègrent de façon naturelle au bout d'une heure, comme ils peuvent se désintégrer au bout de 20 ans ou bien de 1 milliard d'années. Pourquoi ceci? Parce qu'il y a un lien entre ces deux. Des fois, c'est celle-ci qui peut prédominer, et des fois, et très souvent, c'est uniquement ça qui prédomine. Et on va voir. Alors, peut-être quelques-uns ont entendu parler de Yukawa. Peut-être que quelques-uns, quand ils regardent l'émission de télé Sciences et Vie, ils peuvent voir différentes théories quand il s'agit de physique. Alors, il y a Yukawa. Yukawa, il voulait, et toujours d'après vos connaissances de culture générale, vous savez que la physique actuellement, bien dans le futur, tous les grands physiciens, donc toutes les grandes équipes, ils essayent d'unifier toutes les forces qui existent dans la nature. Unifier, c'est-à-dire par une seule théorie. Alors, l'interaction forte, l'interaction faible, l'électromagnétisme gravitationnel, ils essaient de dire que tout ceci, c'est des cas spécifiques, particuliers, d'une certaine force qui peut, dans un cas donné, devenir gravitationnelle, dans un autre cas devenir électromagnétique, ainsi de suite. C'est comme quand on vous demande de faire l'émission du corps noir. Dans le cas extrême, limite vers l'infini, dans le cas extrême, tend vers zéro, vous avez des approximations qui ont été découvertes avant. C'est le même principe ici. Donc, là, c'est juste pour parler de Yukawa. Yukawa, lui, il a essayé de créer un potentiel. Donc, c'est des années toujours à 50 qu'on appelle le potentiel de Yukawa, pour pouvoir expliquer uniquement ces deux forces, la force électromagnétique et la force de l'interaction forte. Lui, il a donné un potentiel sous cette forme-là. Voici son expression. Alors, et dans cette expression, il y a deux termes ici qui interviennent, PI et alpha I. Alpha I, vous connaissez le alpha en physique atomique. C'est la constante de structure fine. Elle vaut 1 que divise 137. Dans le cas de l'interaction forte, le alpha qui intervient ici dans le potentiel de Yukawa, il vaut 14,5. Le PI, dans cette expression, le PI,
il est de l'ordre de quelques Fermi quand il s'agit du noyau, et quand il s'agit de force électromagnétisme, le PI, il tend vers l'infini. C'est-à-dire que la portée, sa valeur, on n'écrit pas ici, hein, pardon, on ne va pas écrire ici infini. C'est-à-dire que l'effet ici, l'effet peut aller jusqu'à l'infini. Par contre, pour le noyau, c'est uniquement quelques Fermi. Ça veut dire quoi, quelques Fermi? Ça veut dire que si je représente ce potentiel par l'exponentielle décroissant, c'est-à-dire que au niveau, alors, bien sûr, suivez le mouvement de la souris, s'il vous plaît. Imaginez que je transite comme ça un axe, je pars de 0, et là je représente le rayon. Okay. Ce potentiel, si je dois graduer ce rayon, par exemple de 0, 1 Fermi, 2 Fermi, 10 000 mètres, 10 km, ainsi de suite. Quand il s'agit de noyaux, le potentiel de Yukawa pour l'interaction phare, aussitôt que je dépasse 1 ou 2 Fermi, il va tendre vers 0. Par contre, quand il s'agit de force électromagnétisme, d'interaction électromagnétique, cette portée tend vers des valeurs très 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 grandes. Donc ça, c'est juste pour que vous ayez une idée. Hein. Je dis bien. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais examiné sur ça. C'est pour que vous ayez une idée uniquement sur les types d'interactions. Alors, elle a certaines particularités, cette interaction forte. Je ne vais pas lire, je vous laisse plus tard lire tout ce qui est l'interaction forte. Maintenant, on va voir son utilité. Pourquoi on a parlé de cette interaction forte? Pourquoi on a parlé de saturation, d'énergie de liaison? Tout ça, c'est à cause de ce diagramme. Alors, j'ai fait exprès deux diagrammes, c'est les mêmes, hein, celui-là et celui-là. Je vais vous dire la différence entre les deux. Alors, ce diagramme, on l'appelle le diagramme de Segre. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il représente sur ce diagramme? Lui, il a fait si vous voulez, une base de données. Il a mis dans ce diagramme tous les éléments qui existent, que ce soit naturels ou artificiels, okay, qui sont utilisés dans la nature, qu'on a produits de façon artificielle. Alors, dans ce dessin, on a parce que vous avez trouvé ce genre de dessin dans la littérature, soit sous la forme n dans les ordonnées et z dans les abscisses, ou bien l'inverse, n dans les abscisses et z dans les ordonnées. Donc, regardez ici, le nuage, il est vers le bas, le nuage est vers le haut. C'est kiff-kiff, hein, c'est le même. Et, alors, je vais vous montrer ce dessin. Ça, c'est la première bisectrice. Dans ce diagramme, vous pouvez trouver des diagrammes sur le net. C'est juste pour vous expliquer. Hein. Il vous montre tous les éléments dans ceux qui sont stables dans la nature et ceux qui sont radioactifs, mais qui sont dans la nature, c'est-à-dire naturels, hein, qui se désintègrent. Pourquoi ils sont pas stables? Pourquoi ils ne restent pas à l'infini? Et toujours dans ce diagramme, il a constaté, et les calculs l'ont montré, hein, c'est en physique, en quantique, hein, en quantique assez poussé, ils ont montré ces valeurs-là. Et dans ce diagramme, il s'est rendu compte que pour certaines valeurs de n et de z, les éléments sont stables. Ce que ça ne dit pas du tout. Il faut vraiment leur faire une réaction nucléaire pour pouvoir les casser. Sinon, pas d'énagda à vie. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Okay. Alors, pour comprendre, hein, je vais d'abord vous parler, voilà, ce petit tableau, il est beaucoup plus explicatif que toute la rédaction qui est là, que vous pouvez lire. Alors, dans ce diagramme, on a constaté, donc, c'est vrai, que pour un certain nombre, avec z ou n, qu'on appelle les nombres magiques, okay. Le 2, 8, 20, 28, 50, 22, on a beaucoup de noyaux stables. Beaucoup de noyaux stables par rapport aux noyaux qui sont juste à côté, voisins. Cette série de nombres
celle-ci, le 2, le 8, le 20, 28, 50, 82, on appelle des nombres magiques. Ensuite, toujours un constat expérimental. Pour des A qui sont pairs, dans le cas où Z est impair, on a un certain nombre qui sont stables. Toujours, là c'est pour la stabilité. Quand il s'agit de noyaux impairs, le constat c'est que quand Z est pair, on a plus de noyaux stables quand on a Z qui est pair. Et quand on a un noyau qui est, bien sûr, regardez, pair, pair, on a impair et impair. Quand les deux Z et N, nombre de nucléons, sont tous les deux pairs, on a énormément de noyaux qui sont stables. Quand c'est impair, le nombre de noyaux qui sont stables, c'est ceux qui contiennent un nombre de protons pairs. Pour les noyaux pairs avec impair, toujours c'est des statistiques. Hein. Des statistiques. Et pour les noyaux impairs, ceux qui sont stables, c'est ceux qui ont des neutrons, un nombre de neutrons pairs. On pourra comprendre ça pour certains éléments quand on fera certains calculs des énergies de liaison. Maintenant, il y a un petit cas particulier qui concerne les noyaux légers. Okay. Ces noyaux légers, qu'est-ce qu'ils ont de particularité? Ils sont pairs, ok, mais impair, donc 3, 3, 5, 5, 7, 7. C'est-à-dire qu'on est dans ces cas de figure, voilà, pour le noyau léger. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi comme remarque concernant toujours ce diagramme? Alors, ici, si vous regardez cette partie-là, rappelez-vous, je ne l'ai pas donné, je l'ai dit, ou là je ne me rappelle pas, c'est que les noyaux naturels, hein, qu'on n'a pas produits artificiellement, ils partent de Z égale à 1 à Z égale à 92. Hydrogène à l'uranium. Tous les autres, 13, 14, 15, 200, Z, hein, je parle de Z, on les produit artificiellement. Maintenant, il y en a qu'on produit artificiellement, on arrive à les garder en vie, si vous voulez, en vie, entre guillemets, pendant 2 jours, 3 jours. C'est-à-dire avant qu'ils ne se redésintègrent. Il y a d'autres, aussitôt créés, aussitôt se désintègrent. Maintenant, dans les noyaux Z, par exemple, égal à 92, je peux avoir différents isotopes. Je peux avoir le 235, le 238, ainsi de suite. Et si je prends Z égale à 92 pour l'uranium 235, ça veut dire que je vais me retrouver 92, 235, ça fait 123. Non, 133. Non, 143. C'est-à-dire qu'il contient 143 neutrons. 235, 9 et 14, non. Oui, c'est ça, 9 et 14, donc 3. Donc, 143 neutrons. Ça veut dire que c'est un noyau qui est très très lourd. Donc, il a tendance à se désintégrer, à se débarrasser de certains neutrons pour pouvoir, écoutez bien, pour que cette vallée, celle-ci, puisse s'approcher le plus possible de cette série, de la vallée de la stabilité. On essaie de les rapprocher. Alors, donc, je résume. Je vais encore vous garder quelques minutes, là, s'il vous plaît. Je résume. On a introduit, le travail d'aujourd'hui va m'alléger énormément quand je commencerai le cours présentiel. J'ai défini ce que c'est l'excès de masse. On a donné une idée sur les dimensions du noyau, son rayon, sa densité. On a défini ce que c'est le défaut de masse. On a essayé d'avoir une idée sur l'énergie de liaison et comment les noyaux, il y a une idée, les noyaux dans la nature sont stables ou instables. Okay, instables donc ils se désintègrent. Maintenant, si j'arrive à mettre un certain nombre de nucléons dans un noyau, donc j'arrive à les relier entre eux. Donc j'ai donné la définition, la vraie définition de l'énergie de liaison, qui est ZMH plus NMN moins MAZ, de tout fois C au carré. MAZ, c'est la masse de l'atome. Alors, il y a
Une autre expression, donc ça c'est votre énergie de liaison, calculée avec les masses atomiques, calculée avec les effets de masse. Il y a celle qu'on utilise et qu'on a mesurée aussi expérimentalement, ce qu'on appelle l'énergie de liaison par nucléon. On n'a pas dit par proton ou par neutron. Rappelez-vous que la force, l'interaction forte, elle, le proton et le neutron sont exactement kiff-kiff. Pour eux, c'est des nucléons. C'est pas comme la force électromagnétisme, elle n'intervient que sur des particules chargées. La force, l'interaction forte, elle ne fait pas de différence entre un neutron et un proton. C'est un nucléaire. Donc, si j'ai l'énergie de liaison totale, pour maintenir ces nucléons dans le noyau, on calcule aussi une autre expression, ce qu'on appelle l'énergie de liaison moyenne par nucléaire. C'est-à-dire combien, imaginez que vous avez de l'argent dans un groupe et vous partagez de la petite somme. Bien combien chacun a pris comme colle pour pouvoir rester dans la pièce. Est-ce qu'il est au centre de la pièce ou au périph' ou là devant la porte ou devant la fenêtre. Donc on calcule cette énergie de liaison qui est moyenne, qui est 1 sur A, E à Z. Celle-ci, elle donne une idée, je dis bien, elle donne une idée sur, regardez, je ne vous ai pas montré comment on calcule, sur l'énergie de séparation. Alors, avant de descendre plus bas, pour parler de l'énergie de séparation, je reviens à l'atome. Rappelez-vous, l'électron, je prends l'hydrogène, qui est lié, son énergie, je prends l'hydrogène exprès parce que j'ai un électron, je connais son énergie de liaison quand il est dans son état fondamental au niveau de l'atome. C'est moins 13,6 électronvolts. Si j'ai envie de séparer cet électron de l'atome d'hydrogène pour ioniser l'hydrogène, je dois fournir une énergie externe qui est égale à 13,6 électronvolts. Et hop, pour pouvoir l'enlever de mon atome d'hydrogène. Maintenant, si j'ai un atome qui contient plusieurs électrons, vous savez bien que l'énergie de liaison est totalement différente. On pourrait pas la calculer par le modèle de Bohr. Il y a l'électron qui interagit avec l'atome, il interagit avec tous les électrons, c'est un peu plus compliqué. Mais je peux avoir une valeur moyenne. Par exemple, si vous prenez les alcalins, vous avez deux expressions avec les delta LL ou avec les Z effectifs. Là, on a envie de savoir, dans mon noyau, parce que je ne sais pas où se trouvent mes neutrons et mes protons, ils sont juste dans mon noyau, pour le moment, je ne sais pas. Je sais qu'en se collant, chacun, il a une énergie de liaison moyenne pour rester dans ce noyau qui est donné par cette expression. Si j'ai envie d'enlever un proton de ce noyau, ou bien un neutron de ce noyau, donc soit pour créer un autre élément chimique, ou bien pour créer un autre isotope, je dois les séparer. Comment je calcule cette énergie de séparation? Est-ce que je vais fournir uniquement ça ou une valeur différente? Là, ça devient un autre type de calcul. Alors, pour les énergies de séparation, et on va comprendre les trois éléments, les trois expressions, totale, moyenne et séparation. C'est celle-ci qui donne une idée sur le fait si votre noyau est stable ou pas. Donc, si je veux me séparer d'un proton, on note comme ça. L'énergie de séparation est donnée par cette définition. Vous verrez plus de détails en TDR. Peut-être que quand je ferai le présentiel, je vais me séparer d'un neutron, la voici, un deux-temps, une particule alpha. Si vous avez envie de vous séparer de deux particules alpha ou d'un élément carrément d'uranium, vous avez envie d'enlever un carbone 12 de l'intérieur, c'est le même protocole. OK? Alors, maintenant, ça et ça. Si j'ai deux noyaux, deux atomes dans ce noyau, j'ai envie de savoir entre ces deux noyaux, par exemple l'oxygène ou le lithium, lequel est plus stable, lequel des deux est plus stable, lequel qui va rester le plus longtemps possible avant de se désintégrer. Est-ce que c'est celui qui a la plus grande énergie de liaison totale, celle-là, ou bien que c'est celui qui a la plus grande énergie de liaison qu'il a dispatché à ses nucléaires? Je vais vous donner une image. Vous êtes dans une salle de TD, ok? Bien non, je vais parler juste de la marche. Vous êtes dans une marche. Ceux qui sont le plus sécurisés, c'est ceux qui se trouvent au centre du groupe. Ceux qui se trouvent sur le périph', si on vient les bousculer, c'est très simple. Là.
je prends par l'épaule, par le cul, je tire et j'arrive à le séparer. Par contre, ceux qui se trouvent à l'intérieur, j'aurai plus de difficultés à pouvoir les séparer du groupe parce que je vais fournir plus d'énergie. C'est exactement le même principe ici. C'est-à-dire que si j'ai envie de voir, j'ai une énergie de liaison totale, mais est-ce que cette énergie de liaison totale, en moyenne, elle est répartie comme ça. Chaque nucléon, je lui donne ça. Mais est-ce qu'en réalité, chaque nucléon a exactement cette valeur? Ce n'est pas le cas. Il y a des calculs théoriques qui le prouvent. Mais si je veux séparer un nucléon, j'arrive à séparer celui qui se trouve sur le périph', à l'extérieur, beaucoup plus facilement que celui qui se trouve à l'intérieur, que ce soit proton, neutron, deutéron ou alpha. Alors, je vais vous montrer ici une courbe de l'énergie de liaison moyenne, qu'on appelle la courbe d'Aston. Alors, je vais essayer de zoomer un peu plus. Alors, celle-ci, elle est expérimentale. Là, il a calculé l'énergie de liaison moyenne par nucléon. C'est-à-dire que si je prends l'hélium, l'hélium, je calcule son énergie de liaison totale et je divise par 4. Si je prends le carbone, l'énergie de liaison totale, je divise par 12, ainsi de suite. Et il a tracé cette courbe. Donc, mesure expérimentale, il a constaté que l'élément, parmi tous ces éléments-là, celui qui est relativement le plus stable, c'est-à-dire celui qui donne la plus grande valeur en moyenne de l'énergie de liaison par nucléon, donc à ces éléments qui le forment, c'est le fer 56. Dans cette série, il y a le fer 56 qui se trouve presque au sommet. Ensuite, il y a le cuivre qui rentre à côté. Ces éléments-là, c'est eux, si vous voulez, c'est une famille nombreuse, à 56 éléments. C'est eux qui arrivent à donner à chaque élément de la famille la somme d'argent la plus élevée par rapport à tout ce groupe-là. Ici, une famille de 4 personnes, mais elle donne moins de sous, moins d'énergie à chaque nucléon, alors que le fer, mesure expérimentale. Par contre, on va plus loin. Regardez l'uranium 235. Lui, son énergie par nucléon, elle est beaucoup plus petite que certains éléments. Je ne parle pas des éléments légers. Je vais en lourdeur. Hein. Rappelez-vous le diagramme de Segré. Quand je trace N et Z, elle penche comme ça. Les éléments lourds sont là. La vallée de la stabilité, elle est là. Donc ici, c'est tout à fait normal que cet élément, et là, j'ai une valeur moyenne. Il y a des exos TD qui traitent de ceci. Vous pouvez les voir, vous pouvez vous exercer. Donc, je résume, parce que je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je n'ai pas envie de... Je peux vous montrer juste le premier slide, mais je reviendrai dessus. Hein. Donc, pour pouvoir maintenir nos nucléons à l'intérieur du noyau, j'ai besoin d'une certaine énergie de liaison. Cette énergie de liaison, on l'a expliqué par le défaut de masse. C'est-à-dire que la masse des constituants, des éléments qui constituent notre noyau, est plus grand que le noyau qui a été constitué. Cette différence de masse, elle est partie sous forme d'énergie de liaison. Elle a été transformée en énergie. Ça, c'est la vraie définition. Maintenant, il y a des modèles qui expliquent cette énergie de liaison. Okay, cette énergie de liaison, chez moyen, l'énergie de liaison. Il y a des modèles, parmi ces modèles-là, ce qu'on appelle le modèle de la goutte liquide. Okay, ou bien, vous pouvez la trouver dans des livres qu'on appelle la formule semi-empirique de Bethe von Weizsäcker. Donc, vous pouvez, ici, il y a deux personnes, hein. Il y a Bethe et il y a Weizsäcker. Des fois, beaucoup dans des livres ou bien des enseignants, on dit la formule de Weizsäcker directement, on fait allusion à ce livre. Donc, cette formule, ces deux ont essayé d'expliquer. Alors, petite remarque, hein, lisez bien ici, c'est semi-empirique, c'est-à-dire qu'il y a du tâtonnement expérimental et il y a du calcul théorique qui est fondé. Le tâtonnement, c'est par rapport aux mesures et tout. Donc, ils ont pu mettre cette fameuse énergie de liaison que j'ai définie en haut, avec le défaut de masse, ils ont essayé de l'expliciter par les différents termes qui interviennent pour pouvoir maintenir tous les nucléons à l'intérieur du noyau. Alors, il y a un terme, alors je vais utiliser le mot positif entre guillemets. Okay.
par rapport à l'atomique, les énergies de l'essence sont négatives. Si vous travaillez dans les livres anglo-saxons, l'expression que vous voyez ici, elle change de signe. Tout ce qui est plus devient moins, et vice-versa. Dans la sommation des termes. Donc, nous, on la calcule ici, si vous voulez, en termes positifs. Alors, j'ai un élément qui arrive à maintenir tous mes nucléaires. Ok, je les mets dans une pièce, dans un volume, donc j'arrive à les maintenir. Maintenant, à l'intérieur, il y a des éléments qui veulent sortir. Donc, je dois retrancher beaucoup de petites choses. Donc, ceci, on va le voir la prochaine fois. Alors, la prochaine fois, c'est quand? Je vais envoyer un mail à votre délégué. Probablement demain, je lui enverrai, je suis en train de réfléchir. Soit, je vous fais un cours virtuel samedi. Dans ce cas, je vous enverrai un mail demain pour le lien. S'il y aura cours virtuel. Si je ne ferai pas cours virtuel samedi, automatiquement, il y a un cours en présentiel et j'espère bien que la salle que vous m'avez proposée, mademoiselle la déléguée, elle sera libre. Hein. On a prévu un cours présentiel dimanche de 8h à 10h. Vous pouvez parler hein, si vous êtes là. Oui, monsieur, on a vérifié, elle est libre ou non, oui. Ok, donc dimanche, il y a un cours en présentiel de 8h à 10h. S'il vous plaît, ramenez avec vous les masques. Hein. Là, je ne sais pas si la salle elle est trop petite, si elle peut supporter tout le monde. Si vous êtes 14, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes 50, si. Alors, dimanche, 8h, 10h présentiel. Samedi, c'est pas encore confirmé. Si je vous fais un virtuel, je vous enverrai le lien. Si je fais pas un virtuel, je dirai à la déléguée que je ferai pas de virtuel. Le cours